Cette activité a lieu dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale qui se déroulent actuellement dans 12 régions du Québec. Ces journées sont rendues possibles grâce à l'appui financier du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Cet événement est coordonné au Québec par l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, l'ACOSI. Elle s'inscrit aussi dans les activités d'engagement du public du programme de coopération volontaire du CECI et bénéficie du soutien financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada. Maintenant, la grosse question qui va vous être posée, c'est parce que c'est elle et il voulaient changer le monde. Comment on fait pour changer le monde? Je peux y aller? Tu essaies d'améliorer ce qui t'entoure, en fait. Il n'y a pas 36 000 solutions. Moi, très, très jeune, quand j'étais au secondaire, je disais tout le temps que je voulais devenir premier ministre du Canada. Puis il y a un intervenant qui m'a dit, si tu veux devenir premier ministre du Canada, c'est facile. Tu as juste à commencer à changer ce qui t'entoure. Et fait que je me suis appliqué à l'école. J'ai commencé à faire un comité vert. On a commencé à nettoyer le parc. Et en grandissant, j'ai continué à changer ce qui m'entourait. C'est que quand tu grandis, ce qui t'entoure puis ta portée est juste plus grande. Mais même le premier ministre du Canada, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il change ce qui l'entoure. C'est juste qu'il est premier ministre du Canada, fait ce qui l'entoure, c'est le Canada. Donc, pour changer le monde, c'est toujours la même chose. C'est changer ce qui t'entoure. OK. Puis, changer ce qui t'entoure, est-ce que tu trouves que ça fonctionne en ce moment? C'est comme me demander si les Nations Unies fonctionnent, en fait. C'est dans le sens où... Grand débat. Quand ils ont créé les Nations Unies, ils ont dit que plus jamais on va avoir une troisième guerre mondiale. Pour l'instant, ils ont réussi, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que ça fonctionne? C'est difficile à répondre. Parce que j'ai pas si on ne le faisait pas, qu'est-ce qui arriverait, en fait? Fait que j'ai envie de dire, oui. Est-ce que ça fonctionnerait mieux si tout le monde le ferait? Peut-être. Je prends toujours l'exemple du Rwanda. Le Rwanda, c'est un des pays les plus propres, ils disent d'Afrique, mais du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une corvée où, une fois par mois, tous les citoyens doivent sortir puis nettoyer ce qui l'entoure. Puis ça en fait le pays le plus propre du monde. Donc, est-ce que sinon on ferait la même chose? Le Québec serait plus propre, le Canada serait plus propre, le monde serait plus propre? C'est sûr que oui. Donc, est-ce que ça fonctionne d'avoir plusieurs petites actions qui tentent de changer le monde? C'est sûr que oui, le Rwanda est un bel exemple. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Ça répond très bien à la question. Puis moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu amènes là, c'est que tu apportes une portée concrète à quelque chose qui est très large. Tu sais, on peut voir les problèmes du monde comme tellement plus grands, avec tellement d'ampleur, en disant, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Quelle action je peux poser? Donc, tu apportes une solution qui est de proximité. C'est que ça. Puis, je m'excuse si je continue un peu, là. J'étais directeur de la fondation de Didier Drogba en Côte d'Ivoire. Fait que j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais en Égypte, j'étais au Sénégal. Et j'ai réalisé que le même petit gars qui décidait de changer son école secondaire en ramassant les détritus faisait exactement la même action, mais dans un autre endroit, avec une autre portée, avec les connaissances que j'avais de plus. Mais l'action, ma réflexion de comment j'allais le faire n'a pas changé, elle n'a pas évolué. C'est vraiment juste les moyens que j'avais à ce moment-là qui ont évolué. Donc, j'ai envie de dire que si à l'intérieur de toi, tu veux changer le monde, tu peux. Parce que la première étape, c'est juste de le vouloir. Par la suite, tu vas prendre des outils, tu vas apprendre, tu vas côtoyer des gens qui vont t'aider à changer le monde parce que tu auras plus de moyens. Mais la première action à faire, c'est de juste le vouloir, en fait. Rosalie, tu hoches la tête, tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça quand même. Je pense que... Tu sais, c'est ça que je pensais, moi, tu sais, là, j'ai l'air vraiment vendue, là, parce que j'ai vraiment le CSI, comme... C'est sûr que je travaille là, je veux pas perdre ma job, mais... mais comme... Tu sais, pour moi, changer le monde, je pense que c'est un grand mot. Quand je suis rentrée au bac, c'est peut-être ça que je voulais faire. Je pense que je change le monde à ma façon, proche de moi, comme je peux. Pour moi, ça se concrétise vraiment en travaillant, tu sais, le monde de la coopération, de la solidarité internationale. Il y a du monde qui font bien les choses, il y a du monde, selon moi, qui font moins bien les choses. Je pense que moi, comment je change le monde, c'est en continuant tu sais, dans le sens... J'ai choisi de venir au CSI parce que je trouve que l'approche, c'est le mieux qu'on peut faire dans le... Tu sais, dans le sens... en tout cas, c'est un peu philosophique. Tu sais, dans le sens que le système est quand même complexe. Il y a beaucoup d'organisations qui vont d'une autre façon que le CSI. Moi, je change le monde en m'impliquant au CSI dans une approche de partenariat,
C'était peut-être, c'est à petite échelle, je pense plus petite échelle que peut-être qu'on pense quand on est plus jeune, mais comme Paul dit, je change le monde autour de moi, je travaille dans quelque chose qui, pour moi, est en accord avec mes valeurs. Fait que je pense que c'est comme ça que je change le monde à ma façon. Là. Moi, il y a 2 éléments que j'ai retenus, puis que, selon moi, c'est par là que ça passe, c'est le fait que tu peux pas y arriver tout seul. Puis moi, je dirais, une des réalisations que j'ai eues, c'est que pour être capable de changer les choses, il faut que tu trouves le militant à la bonne place. C'est-à-dire que tu travailles en écosystème. Quand tu veux faire avancer les affaires, tu peux pas travailler tout seul. Tu as besoin d'avoir des organisations puis du monde sur toute la chaîne. Dans cette chaîne-là, il faut que tu trouves les militants. Ça veut dire ceux qui sont capables, au sein de leur propre organisation, de faire bouger les affaires. Fait qu'il faut que tu trouves quelqu'un qui a un rôle décisionnel dans leur entreprise, l'organisation, puis qui a une fibre militante, qui lui, là, le cadre établi, là, il veut le dépasser puis veut aller plus loin. Du moment où tu es capable de cibler cette personne-là, tu es capable de créer des maillages, puis là, vous êtes capable de travailler ensemble pour changer le monde alentour de vous autres. Mais tu peux pas le faire tout seul. Puis moi, dans le travail que j'exerce tous les jours, c'est cette idée-là d'aller trouver le bon militant en bonne place pour qu'on bouge ensemble. Moi, le changement passe par là. J'aurais tendance à vous demander, OK, mais c'est quoi les plus grands obstacles que vous avez expérimentés ou que vous avez vus jusqu'à aujourd'hui? L'inertie institutionnelle, pour vrai, moi, c'est ça qui est le plus lourd, pour vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? On disait, tantôt dans ton introduction, tu disais, je crois que les organisations sont modelées par les individus qui les forment, sauf que il y a quand même la réalité que ces institutions-là sont des forces en soi. Il y a des forces institutionnelles qui font en sorte que même si tu veux avancer, tu vas toujours avoir des freins. Fait que c'est pour ça que ça revient à l'idée de trouver une militant dans l'organisation. C'est-à-dire celui qui est dans l'organisation qui veut abattre les freins institutionnels qui existent, puis y aller, let's go, on défonce des portes, puis on y va. C'est pour ça qu'il faut que tu les trouves, ces personnes-là. Puis il faut que tu travailles avec eux autres. Mais la lourdeur institutionnelle, je veux dire, elle est immense. Là. Je veux dire, essaie d'aller... Puis Rosalie, tu le sais très bien, là, quand on essaie de concrétiser un projet sur le terrain, par exemple en Haïti, au Mali, je veux dire, il y a toute une série de processus logistiques, de cadres, de machins qu'il faut respecter. Il y a une lourdeur qui est associée à ça. Tu ne peux pas arriver sur le terrain et décider de créer le changement dès maintenant. Il y a une lourdeur. Fait que moi, je pense qu'un des freins, c'est beaucoup ça. Mm-hmm. Ouais, tu me voles les mots de la bouche. Là. Moi, en tout cas, dans mon travail, la lourdeur, tout ce qui est administratif, la lourdeur institutionnelle, c'est sûr que c'est un des plus grands défis. Puis quel a été, mettons, peut-être tu peux nous donner un exemple concret de quelque chose, justement, qui semble simple, mais qui devient comme un défi parce que, justement, c'est trop complexe? C'est parce que des exemples, j'en ai, ils sont pas super intéressants. Parce que dans le fond, tu sais, nous, on agit vraiment comme une courroie de transmission là, au CSI entre les bailleurs de fonds canadiens, les bailleurs de fonds québécois, etc. Puis dans le fond, on essaie de transférer le plus d'argent possible sur le terrain avec nos partenaires pour qu'eux, ils mettent en œuvre nos projets. Mais cette gymnastique-là tu sais, dans le fond, les bailleurs de fonds, ils nous bloquent constamment dans la lourdeur administrative, ils nous ajoutent des rapports, ils nous ajoutent des trucs à remplir. Puis ça nous empêche, parce que ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça nous empêche de transférer le plus de fonds possible. Puis il y a beaucoup d'organisations qui vont dire ça. Nous, au CSI, je pense qu'on réussit quand même avec brio à transférer le plus d'argent, mais dans le milieu de la coopération, dans le milieu de l'humanitaire, cette lourdeur administrative-là, c'est un des plus grands freins là, au transfert, au projet. Parce que c'est tellement compliqué de juste obtenir des fonds puis de les tenir. Tu sais, par exemple, moi, j'ai un projet de 5 ans, j'ai des rapports à remettre, là, ça finit plus. Puis cette lourdeur, tu sais, parce que à terme, l'objectif, c'est de transférer le plus d'argent dans des pays, par exemple au Mali. Mais c'est juste que c'est tellement lourd administrativement que les personnes au Mali, ils n'ont pas le temps là, de remplir ces rapports-là. Fait que là, nous, on rentre en jeu, puis là, nous, on les remplit pour eux, puis on essaie de faire cette courroie-là, mais ça, en tout cas, cette lourdeur administrative-là, c'est ça qui freine le plus de trucs pour nous. Là. Et comment tu verrais la solution justement à assainir ce processus-là ou à rendre ça moins compliqué? Plus de flexibilité, plus d'agilité de la part des bailleurs de fonds. Nous, c'est ça qu'on demande, c'est ça qu'on plaide constamment. Dominique, ma collègue, elle me fait hoche la tête. Comme je dis, nous, au CSI, on est petits quand même, mais on est une petite équipe au Québec. Ça fait qu'on est quand même assez rapide à ce niveau-là. Mais on parle de plus en plus de localisation de l'aide, d'envoyer, dans le fond,
de faire de l'envoi de fonds directement des gouvernements à des bailleurs, à des partenaires qui sont sur le terrain pour enlever ce... Tu sais, nous, on travaille pour un jour enlever ce middleman-là que nous, on prend par obligation en ce moment. Fait que oui, c'est juste moins d'administration, plus d'agilité, plus de compréhension des milieux, tu sais, dans le sens que comme cet argent-là, c'est canadien, c'est important, c'est vraiment important là, qu'on ait du rapportage, qu'on regarde les contribuables canadiens, il faut qu'ils sachent où est-ce que leur argent va quand même, mais que comme à terme, si on veut enlever le middleman, il faut qu'on soit plus sûr, il faut qu'on soit plus compréhensif de la réalité du terrain. T'sais, on parle ici de gens qui, moi, mes collègues au Mali, dans le fond, ils vivent avec des gens qui ont de la misère à se nourrir, qui sont dans l'entreprise de survie. Fait qu'on s'entend que les rapports, c'est pas leur priorité, tu sais. Puis je pense qu'il faut de plus en plus plaider pour enlever cette lourdeur administrative-là pour qu'on ait plus de temps, plus d'argent, plus de flexibilité sur le terrain, tu sais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? J'ai beaucoup de choses à rajouter, que c'est mon cheval de bataille. Et pour revenir à ta question de base, une des problématiques, puis une des choses que je pense qui est une lourdeur aussi, pas une lourdeur, mais qui fait qu'on n'avance pas, c'est nous-mêmes, en fait. Des fois, on se met des barrières parce qu'on nous dit « c'est comme ça que ça fonctionne ». C'est pas vraiment une bonne raison, d'après moi. Et souvent, nous, dans mon organisation, le Centre Lassagnien, on est allé briser des statu quo et des façons de faire parce qu'on n'a pas accepté c'est comme ça que ça fonctionne. C'est cool que ça fonctionne comme ça. Puis quand on parle on parle de racisme systémique, de problématiques systémiques, ça, en fait, c'est le système qui a une problématique. Puis moi, je donne toujours l'exemple quand les gens disent que, exemple, le racisme systémique n'existe pas. C'est parce que les gens pensent qu'on est en train de dire que tout le monde est raciste. Le colonialisme institutionnel aussi existe. Et ça, c'est une des bonnes preuves. Moi, je travaillais chez Sigma Plus, une compagnie d'ingénieurs. Et chez Sigma Plus, c'était un air ouvert, OK? Il y a beaucoup d'hommes. Puis toutes les femmes se plaignaient tout le temps qu'il faisait toujours froid. Ah, il fait froid, il fait froid. Là, je me suis dit, il doit y avoir une raison pourquoi les femmes ont toujours froid dans le bâtiment. Fait que j'étais sur Google. Je me suis dit, pourquoi les femmes ont toujours froid dans un bâtiment à air ouvert? Parce que quand ils ont construit les bâtiments à air ouvert, ils ont pris un homme de 40 ans, de 70 kilos, puis ils ont demandé c'est quoi ta température idéale. Fait qu'à l'époque qu'ils l'ont construit, c'était génial, il y avait juste des hommes qui travaillaient dans les bâtiments. Mais encore aujourd'hui, on utilise la même donnée, alors que tout le monde sait qu'il y a un 5 degrés de différence. C'est pour ça que les femmes ont toujours froid dans les bureaux à air ouvert. Mais ça, c'est une preuve d'une problématique institutionnelle. Mais là, quand on parle de façon de faire, c'est bien qu'on met des protocoles en place à une certaine époque, mais la problématique, c'est qu'on les révise jamais. Puis on dit, ça a toujours été comme ça, ça reste comme ça. Fait que l'une des problématiques, c'est nous aussi. Il faut briser le statu quo. Le nombre de fois que j'ai dû dire, vous appellerez un avocat à mon équipe. Je dis comme dire, on n'a pas le droit de faire ça. J'ai dit, trouvez un avocat parce que moi, je le fais. OK. Puis ça prend quoi, justement, pour briser? Parce qu'un système, Un par avocat. définition... Parce qu'un système, par définition, ça va toujours rester, ça demeure conservateur. Un système, ça se nourrit, donc ça se perpétue. Comment on fait pour briser ce système-là? Ça prend, je reviens à l'idée de militant, là. Ça prend les militants, puis ça prend de la radicalité. Mais pas de la radicalité au sens dangereux du terme. T'sais. Au sens, quand j'entends radicalité, j'entends innovation. J'entends comme sortir des cadres préétablis, puis se permettre de se dire que, tu sais, là, si j'arrive en réunion, puis j'essaie de think outside the box, puis de proposer une idée, puis les gens disent, bon, ça n'a pas de bon sens, là, on fait pas ça comme ça. C'est d'oser prendre la parole, puis de dire, si on faisait ça autrement, moi, je pense que ça, c'est une des voies de passage. C'est de se permettre de réfléchir au-delà des cadres qu'on s'est préétablis institutionnellement. Puis Rosalie l'a parlé en parlant d'agilité. On n'est pas assez agile dans nos organisations. Puis l'agilité, c'est d'être capable de se remettre en question. Tu sais, le but, là, c'est pas de savoir la route que tu vas utiliser. Puis je donne toujours l'exemple à mon équipe. C'est quand la NASA, qui a des moyens infinis, ont travaillé pendant 10 ans pour amener un homme sur la Lune. Ça veut dire qu'ils avaient tous les meilleurs scientifiques, tous les meilleurs ordinateurs, puis ils ont préparé la trajectoire sur laquelle que la fusée allait faire pour se rendre jusqu'à la Lune. Puis quand je demande combien de temps la NASA est restée sur la trajectoire qu'ils avaient prévue pendant 10 ans avec une ressource illimitée, c'est moins de 10%. Là. Parce que le but, c'est que la Lune, elle est là. Fait que tu sois en haut de ta trajectoire ou en bas, c'est pas grave. Le but, c'est ça. Puis là, les institutions oublient souvent, c'est quoi le but, en fait, pour qu'on fait ça? Mais c'est pour la personne sur le terrain. C'est pas pour répondre à tous tes systèmes. Puis c'est correct qu'on ait fait des systèmes, mais il faut être capable de dire, il faut être capable d'être en haut ou en bas du système. Et souvent, à mon équipe, quand ils viennent me dire, j'ai une idée,
Je dis, si je ris pas de ton idée, c'est pas une bonne idée, en fait. Parce qu'il faut que je ris de ton idée, je suis comme, ah, OK, on va aller là. Puis c'est comme ça qu'on sort du cadre. Puis, tu sais, ces gens qui ont changé le monde, c'est ceux qui ont pas accepté le statu quo, en fait. Ouais, c'est ça. Mais je pense que je pense que les 2 points sont excellents, là. Genre, un peu je pense que j'aime beaucoup aussi l'idée de la radicalité, mais pas dans, comme Philippe dit, pas dans le sens dangereux, mais je pense que les gens qui sont perçus comme radicaux, c'est parce qu'ils changent des choses, tu sais, puis les gens, ils ont peur de ce changement-là, mais par exemple, tu sais, encore un exemple du CSI, mais tu sais, nous, au CSI, on est en co-gestion, fait qu'on n'a pas de boss, on est une équipe de 7, dans le fond, on est tous au même niveau. Puis quand mes collègues ils ont pitché cette idée-là à notre conseil d'administration, tout le monde disait « Vous êtes fous, ça marche pas, comment vous voulez fonctionner sans boss? » t'sais. Puis mes collègues, ils ont persévéré, puis je pense que c'est juste une question d'aller jouer à la limite de ce qui est possible, puis d'imaginer de nouveaux processus. Puis tu vois, nous, là, ça fait 8 ans qu'on est en cogestion, puis ça fonctionne bien, on n'a pas besoin de boss. On a trouvé des nouveaux processus, puis on essaie toujours de repousser cette limite-là, puis je pense que c'est important pour changer le monde. T'sais. Dis pas ça à mon équipe, parce que j'aurais plus de job, mais... Non, mais tu vois, notre ancien directeur général, on l'a gardé. Ah, OK, d'accord. On le sort des fois. Ah, OK, d'accord, c'est cool. Alors, ben, quand on parle de radical, puis pas l'extrême, Martin Luther King puis Mick Gandhi, c'est des radicaux. C'est ça. Non, mais on peut être radicaux à plein de niveaux, tu sais, puis les gens, en tout cas, c'est ça. Mais quand on parle justement de placer des structures, puis de mettre une hiérarchie, puis de placer des formulaires, moi, j'entends calcul de l'efficience, j'entends contrôle des coûts, j'entends s'assurer que, comme tu disais, l'argent va au bon endroit. Et ça, tu sais, on a mis en place, et le système a mis en place plusieurs choses parce qu'il y a eu des dépassements. Il y a des dépassements encore, tu sais. Je vais donner un exemple concret. À Laval, je ne vais pas nommer exactement où. On veut des noms. Pour aller à la piscine municipale, ça coûtait $1. OK? Ça coûtait $1 pour aller à la piscine. Pas à Laval, à Montréal, dans un arrondissement. Ça coûtait $1. On se rapproche. On se rapproche. Ça coûtait $1. Puis à un moment donné, c'était pour pouvoir contrôler tout. Puis il y a quelqu'un qui est arrivé, ça nous coûte combien de gérer ces dollars-là? Ça coûtait 20 fois plus que gérer le $1 que tu payais en termes de ressources, de comptabilité et de tout. Fait qu'on a perdu le focus mais pourquoi on fait ça en fait? Donc, de se remettre en question. Puis c'est pas vrai que la solution qu'on va déposer la première fois, c'est la bonne. Puis c'est ça la problématique. C'est qu'une fois qu'on a mis un système en place, on le garde, puis on dit, ben c'est comme ça. Fait que c'est un exemple par rapport à ce que tu disais. Ben, moi, je dirais que oui, effectivement, on a mis des structures en place pour s'assurer que l'argent va à la bonne place. Encore là, on voit qu'il y a des flaws qui doivent être abordés. Je pense que je pense que c'est la fausse question à se poser dans la mesure où, oui, ces cadres-là existent. Maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires pour se rendre sur la Lune? Je veux dire, je pense que l'idée de radicalité, elle se trouve là aussi. Puis moi, j'aime beaucoup Rosalie qui dit « jouer à la limite de ce qui est possible ». Ben, essayons-le. Je veux dire, essayons de voir. Donc, voilà. Donc, c'est souvent, comme tu dis, par des plaidoyers, par en même temps de sensibiliser à votre réalité, de voir comment on peut faire ça. Puis tu as employé un mot qui était fort tout à l'heure, puis il a passé vite, mais tu as parlé de colonialisme institutionnel. Peux-tu comme me définir comment tu... Je travaille sur un texte là-dessus, justement, pour le définir. Tu sais, je fais beaucoup de conférences auprès des gens techniques policiers par rapport au système puis comment il est fait. Et en analysant ça, j'ai réalisé avec mon équipe que c'est vraiment un colonialisme institutionnel dans le sens que dans les façons de faire, ne serait-ce que je prends les Premières Nations, quand on leur dit qu'il faut signer un contrat, mais ça ne fonctionne pas comme ça dans les Premières Nations, avec les Premières Nations. C'est une question de respect. Quand on dit, c'est qui le chef? Je parle au chef. Ils disent non, nous sommes tous chefs. Fait que juste notre façon de faire, notre méthodologie de travail, elle est hyper teintée du colonialisme dans lequel on a vécu. Puis ça, on n'a même pas encore assez de lunettes pour le voir. Donc, quand on parle de colonialisme institutionnel, moi, je me rappelle, je parle toujours avec mes amis, tu vois, quand on doit mettre un password puis dire, il y a 3 questions que tu dois pouvoir répondre. Mais moi, les questions qu'ils proposent, je ne trouve jamais de réponse. Moi, il met toujours Rosemary, c'est le nom de ma mère, fait que vous allez avoir mes passwords. Quand j'oublie le password, parce que tout ce qu'on me propose, c'est des trucs qui ne me correspondent pas. C'est tout en lien avec l'héritage du Québec, parce que c'est génial, mais le Québec, c'est plus ce qu'il était dans les années 40, 50. Puis ça dit aussi qu'au niveau des conseils d'administration, les décideurs et les dirigeants,
Mais c'est encore la même garde qui continue à décider puis à réfléchir. Fait que quand on parle de colonialisme institutionnel, c'est vraiment être capable d'avoir une plus grosse représentativité des gens qui représentent le Québec et que ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui ont vécu à une époque donnée, à une façon donnée, qui continuent à répéter les mêmes façons de faire. Okay. C'est une longue définition qui n'en est pas une, parce que je travaille là-dessus. En fait, si je résume ta pensée, c'est ce que tu amènes là, c'est en fait, c'est comme si tu vivais du bullying par des gens qui étaient décédés. Ah, c'est bien, j'aime ça. Ouais. Je vais la mettre dans ma définition, merci. Si, c'est enregistré, hein. Ah, tu vas me rajouter. Mais puis si je reviens au terrain, parce que, tu sais, justement, colonialisme institutionnel, ça veut dire que quand on va sur le terrain, quand on a des actions sur le terrain, puis là, autant Philippe que Rosalie, tu sais, quand on fait des actions sur le terrain, ça veut dire qu'on a aussi cette pensée-là. Comment on fait pour dédouaner sa pensée ou se rendre compte qu'on a un gros billet quand on est en train d'intervenir? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est dur, c'est tough, puis je pense que c'est juste une question de se remettre en question, tu sais, tout le temps. Moi, j'essaie de me remettre souvent en question, de voir si j'ai... Tu sais, d'être consciente de ces billets-là aussi, d'être consciente de sa positionnalité, tu sais, c'est dans le sens que ça, c'est indéniable en tant que personne, en tant qu'organisation. Tu sais, je suis au Québec, j'ai grandi au Québec. Si on se remet pas en question tous les jours, dans tous les trucs qu'on fait, ben on tombe tout de suite dans ce qui est facile, parce que comme tu dis, tu sais, comme Paul dit, c'est institutionnel, c'est le système qui est fait comme ça, donc si on se remet pas en question, c'est vraiment facile de juste suivre. Est-ce que tu as un moment précis ou une anecdote où tu t'es dit « Ah mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire dans un projet justement » où tu t'es dit « Ouf, faut que j'arrête de penser comme ça » ou que tu t'es rendu compte de tes billets? J'essaie de penser... Oui puis non, je pense que je veux pas me lancer des fleurs. Je pense que je fais un bon travail à me remettre en question. Je pense que j'essaie toujours d'être dans l'apprentissage. Mais c'est sûr que je le vois, comme je dis, moi j'ai un gros travail d'administration quand même parce que j'essaie de laisser la mise en œuvre à mes collègues. Mais des fois, je vois des biais dans comme j'ai l'impression que tu sais comment on fait des rapports, comment on écrit. Puis j'essaie de travailler ça puis d'être comme c'est mon bailleur de fonds canadien, c'est à moi de d'aller faire un peu la manipulation pour que comme ça soit pas compréhensible, on s'entend que c'est juste différent, mais dans le fond, pour mâcher ça puis que ça devienne un peu comme au bord de fond. Mais au début de ma carrière, je trouvais ça dur. J'avais l'impression qu'on travaillait pas selon les mêmes méthodes. Puis juste ça, ce biais-là, il faut casser ça, tu sais, parce que c'est pas... Oui, on travaille pas sur les mêmes méthodes, mais c'est pas parce qu'il y a une méthode qui est meilleure, c'est juste qu'il y a une méthode que je suis habituée. Donc, tu veux dire la distance avec les personnes, les partenaires maliens. Exact. Donc, eux avaient une méthode de fonctionner qui était différente. Différente de la mienne. T'aurais pu juger ça en disant c'est trop lent, c'est pas correct. Exact, c'est ça. OK. Mais c'est juste qu'il faut casser ce taux, puis il faut toujours être se remettre en question. Puis... Ben, moi, je dirais que c'est de maintenir le dialogue. Ouais. C'est d'être capable d'être à l'écoute de la personne qui est en face de toi. Puis c'est de se mettre un peu des check and balance à toi-même. C'est-à-dire, OK, j'y vais de telle façon. Comment toi tu vois ça? Est-ce que ça fonctionne pour toi? De se mettre des mécanismes de vérification, de se mettre, moi personnellement, dans mon travail, c'est de se dire, écoute, on se met des rencontres aux semaines, des rencontres hebdo, puis on fait des suivis, sur, OK, où est-ce qu'on en est sur le projet, est-ce que ça va bien de ton côté, est-ce qu'on devrait faire quelque chose différemment, quel outil de travail tu utilises pour qu'on meet halfway, fait que moi je pense que le dialogue, de maintenir ce lien-là, ça revient encore à l'idée de solidarité et d'interconnexion, mais je veux dire, d'être capable de maintenir ce dialogue-là, selon moi, c'est essentiel. OK, de partenariat de dialogue. Oui. Parfait. C'est ce qui conclut notre deuxième portion. Ça fait déjà 20